Alors, les généralités. Euh, la différence déjà entre des charges calculées et des charges décaissées. Les charges décaissées, ce sont des charges qui ont une existence certaine et un montant certain, et qui sont payées, c'est-à-dire qu'il va y avoir un crédit au 512, on sort de l'argent de la banque, c'est décaissé. Alors que les charges calculées, donc non décaissées, non payées, sont comptabilisées dans le respect de principes comptables, notamment l'image fidèle, la prudence et l'indépendance des exercices. Et ça regroupe les amortissements et les provisions, notamment les provisions pour dépréciation, les provisions pour risques et charges et les provisions réglementées. Ok. Alors, on va rentrer dans le détail au niveau des amortissements et des provisions. Les amortissements. Donc le droit fiscal fixe 3 conditions pour pouvoir déduire les amortissements. Premièrement, le bien doit être un actif soumis à dépréciation de façon irréversible. Ça veut dire qu'on va pouvoir, c'est un bien qui va pouvoir être déprécié euh, jusqu'à ce que le bien sorte du bilan. D'où le mot irréversible. L'amortissement ne doit pas être exclu des charges déductibles, c'est-à-dire que ça doit être une charge déductible, ça ne doit pas être une dépense somptuaire. Et enfin, l'amortissement doit être comptabilisé et mentionné dans l'annexe fiscale. Alors on va voir un petit peu les différents, ce qui s'applique en fiscalité et en comptabilité, ce qui est possible au niveau de l'amortissement. Donc tout d'abord, le plan d'amortissement. Il va y avoir des différences entre la fiscalité et la comptabilité, notamment dans la manière de calculer un plan d'amortissement. Alors, au niveau des bases. Donc au niveau des bases, en fiscalité, on prend seulement la valeur d'origine comme base amortissable, ou éventuellement le prix de revient lorsque c'est une immobilisation qui a été créée en interne. Alors qu'en comptabilité, on prend la valeur d'origine moins la valeur résiduelle. Ça, c'est pour les bases amortissables. Au niveau des durées d'amortissement, donc là on prend la durée d'usage, donc la durée légale, alors qu'ici on doit prendre la durée réelle d'utilisation. Donc la durée finalement de consommation, la consommation du bien, la consommation des avantages économiques attendus. Le mode d'amortissement. Alors en fiscalité, il va pouvoir être linéaire ou variable, mais aussi dégressif ou proportionnel. Alors dégressif, c'est le plus avantageux parce qu'on déduit beaucoup au début, moins à la fin, mais on déduit surtout avec le coefficient. Donc dégressif, c'est réservé aux biens neufs dont la durée de vie est supérieure à 3 ans et ce sont des biens qui sont listés par le Code général des impôts. Alors en comptabilité, on doit avoir un amortissement linéaire ou variable. Donc ça va forcément donner lieu à des amortissements dérogatoires. Les amortissements dérogatoires permettent de faire respecter à la fois les règles fiscales et les règles comptables, lorsque celles-ci divergent. Donc l'amortissement dérogatoire, c'est tout simplement l'amortissement fiscal moins l'amortissement comptable ou économique. Donc il faut le faire dans ce sens-là. Si l'amortissement fiscal, donc l'annuité fiscale, est supérieur à l'amortissement comptable, l'annuité c'est l'amortissement de l'année, voilà. Il va y avoir une dotation dérogatoire, c'est-à-dire une augmentation des amortissements au niveau fiscal. Donc une dotation. Si au contraire l'annuité fiscale est inférieure à l'annuité économique, il va donc y avoir une reprise dérogatoire, c'est-à-dire on va enregistrer un amortissement en compte 7, donc pas une dotation, mais cette fois une reprise, ça va être un produit. Ici une dotation c'est une charge, ici c'est un produit. Voilà, donc ça c'est ce qui arrive au début de l'amortissement dérogatoire, et puis ici c'est ce qui arrive à la fin du plan d'amortissement. Là c'est au début du plan, là c'est à la fin du plan. Voilà. Cas particulier. Alors, les structures et les composants, lorsqu'on a besoin d'amortir des composants sur une durée différente que les structures, doivent faire l'objet de plans d'amortissement séparés, comme en comptabilité.
Les PME peuvent amortir économiquement les immobilisations selon le mode dégressif euh, directement. Donc ça veut dire avoir dans leur comptabilité un amortissement dégressif, sauf si le bien possède une valeur résiduelle. Et enfin, l'amortissement des biens somptuaires est une charge non déductible à réintégrer. Et on a toujours ce cas particulier avec les véhicules de tourisme, dont la valeur d'origine, on amortit sur la valeur d'origine, qui est limitée en fonction du taux de rejet de CO2. Voilà. Alors, on a aussi quelque chose qui s'appelle les amortissements exceptionnels qui sont possibles à faire en fiscalité. C'est un nouveau dispositif qui facilite les investissements pour les entreprises industrielles, pour des équipements notamment robotiques et de transition numérique. Alors, ce dispositif, il est réservé aux PME, donc PME au sens des règles européennes, qu'elles soient soumises à l'IR ou à l'IS, il n'y a pas de souci. Il faut que ce soit des biens qui aient été acquis neufs entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020. Donc c'est quelque chose qui court sur 2 ans. Ce dispositif, il nous permet de calculer une déduction exceptionnelle, en tout cas une dotation exceptionnelle, appelée le suramortissement, qui est égal à 40% du coût d'acquisition, et ces 40% sont répartis linéairement sur la durée d'utilisation du bien. Donc en fait, on va avoir notre amortissement économique classique, et en plus, on va avoir un amortissement fiscal en plus de l'amortissement économique de 40% du prix du bien, et on va répartir ce total, là, ce 40%, sur le nombre d'années. Et ce suramortissement, bien sûr, n'est pas comptabilisé, mais par contre, évidemment, il est déductible du résultat fiscal. C'est un avantage fiscal pour aider les PME à investir, en fait. Voilà pour les amortissements. Les provisions. Alors, il y a 3 types de provisions. Les provisions réglementées, qui sont toujours déductibles, puisque ce sont des provisions qui sont dictées par les impôts. Ensuite, on va avoir des provisions pour dépréciation et des provisions pour risques et charges. Les provisions pour dépréciation, donc, elles sont en général déductibles. Les provisions pour dépréciation sur d'autres éléments d'actifs sont en général déductibles, notamment les dépréciations sur créances calculées sur leurs taxes. Le risque, par contre, doit être individualisé, donc par client. Et enfin, en tout cas par créance, parce qu'il n'y a pas que des clients. Et petite remarque, les dépréciations sur immobilisation financière et VMP relèvent des plus et moins-values professionnelles que l'on verra plus tard. Les provisions pour risques et charges. Elles sont en général déductibles si la charge ou le risque couvert est déductible. Ne sont jamais déductibles les provisions pour départ en retraite, les amendes et pénalités, majoration, les provisions de propre assureur, donc c'est lorsqu'on fait une provision sur un risque dont on n'est pas assuré, donc on s'assure soi-même, d'où le terme de propre assureur, donc ça c'est pas déductible, et les provisions pour perte de change ne sont pas déductibles. Voilà, c'est terminé.